Vous arrivez à m'entendre? Le son, l'audio, la vidéo, tout est OK? Excellent, parfait. Donc, ça fait plaisir de vous voir encore une fois, pour vous tous, surtout les fidèles qui sont toujours là chaque webinaire, chaque semaine. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est ce qui me fait plus plaisir, c'est cet esprit communautaire qui nous rassemble tous chaque semaine. Et c'est ce qui m'intéresse le plus personnellement. Donc, c'est qu'on puisse avoir cet esprit communautaire, qu'on puisse échanger et que moi, derrière, je puisse vous préparer des sujets relatifs à vos besoins et à vos attentes. Donc, ça fait plaisir encore une fois de vous voir assez nombreux aujourd'hui. Et bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des suggestions à me faire par rapport au prochain webinaire. C'est vraiment très, très intéressant pour moi parce que ça me permet de monter des sujets qui vous intéresseront. Ça me permet aussi de pouvoir mieux structurer les formations qui arrivent. D'ailleurs, elle arrive très bientôt, la nouvelle formation Haken 1. Elle sera découpée en petits, ou disons 3 tomes. Et il y aura vraiment des éléments très, très intéressants. Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les faire directement sur hamza@alform.com, sinon sur alform.tipform.com et vous avez du réel au niveau du chat. Et je profite pour vous demander, si vous avez un petit peu de temps, de pouvoir répondre au petit sondage au niveau de l'onglet « Sondage », donc par rapport à l'heure qui vous convient le plus au niveau des webinaires. Donc là, on a changé un petit peu pour faire le webinaire à 18 h. Je ne sais pas si ça vous intéresse, enfin si c'est beaucoup plus intéressant pour vous en termes de temps ou pas. Mais si vous avez un souci de temps, on peut modifier au fur et à mesure la partie horaire. Donc là, pour les 2 prochains webinaires, ça sera 18 h. Sinon, on va pouvoir aussi proposer d'autres webinaires. Et ça, c'est la plus grosse surprise que je vous prépare. C'est des webinaires avec des experts invités, chacun dans son domaine, qui participeront avec moi dans les webinaires et où on va pouvoir discuter de différents sujets, du bug bounty, de la sécurité IoT, du pen test et du PC, enfin, pardon, des procédures PCA, etc., etc. PCA, oui, exactement. Et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas si vous avez des sujets, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, donc, à m'en faire part au niveau de l'onglet questions. On va pouvoir donc traiter cette fois-ci la suite du webinaire sur Bluedown, la découverte. Donc là, on va essayer de le voir un petit peu dans un contexte réel, dans un contexte de test d'intrusion et en fait où l'on aura donc tout simplement accès à une machine. Et là, on va essayer de pouvoir exploiter à ce moment-là Bluedown pour pouvoir gagner assez de privilèges pour pouvoir donc tout simplement devenir ou récupérer les accès ou devenir administrateur ou les accès à l'administration du domaine. Et donc, à partir de là, donc je vous invite à pouvoir encore une fois poser toutes vos questions au fur et à mesure sur l'onglet questions. Et juste par rapport à une question qui est assez récurrente, par rapport au prochain ou par rapport à la correction des CTF, en fait, par rapport à la correction des CTF ou du CTF, il y a déjà les write-ups qui sont disponibles au niveau d'Alform. Donc là, c'est juste question de temps avant qu'ils puissent être publiés sur la landing page. Donc, n'hésitez pas à pouvoir me faire part des détails par la suite. Donc, sinon, est-ce que vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous en faire part au niveau de la partie questions, si vous avez des suggestions. Et là, on va enchaîner avec notre webinaire sur Bluedown. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le webinaire, rappelez-vous que vous pouvez toujours y assister en replay au niveau de la première partie ou par rapport à la première partie au niveau de Livestorm. Donc, vous pouvez revoir les différents replays au fur et à mesure. Et là, on va pouvoir s'attaquer à Bluedown concrètement dans un use case comme promis. D'ailleurs, il y aura d'autres webinaires, donc suite aux différents éléments qu'on aura déjà découverts au niveau des précédents webinaires, notamment sur la partie Wireshark, on verra les LUA, notamment sur la partie Threat Hunting avec une étude de cas sur un vrai organisme. Donc, j'ai eu l'accord pour que vous puissiez participer avec moi dans une session de Threat Hunting. Donc, je vous prépare vraiment beaucoup de surprises.
et j'essaie au maximum aussi de mon côté de pouvoir vous fournir un contenu de qualité et n'hésitez pas, c'est grâce à vous tout ça et je compte sur vous pour pouvoir donc tout simplement nous suggérer les sujets qui vous intéresseront le plus. Et donc, nous allons pouvoir tout simplement commencer notre webinaire. Et cette fois-ci, nous allons discuter de Bluedown plus en détail. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la présentation sur Bluedown, sur l'outil. On a bien précisé que ce dernier permettait de pouvoir utiliser la théorie des graphes pour pouvoir identifier les différents ou pour l'identification des différents chemins d'attaque. Donc, le chemin le plus court, entre autres, pour différents objectifs. Principalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est de devenir administrateur du domaine. Ce qu'on devait faire principalement, ce qui représentait l'élément clé par rapport à Bluedown, c'était de pouvoir récupérer et collecter assez d'informations à travers les ingesteurs, les ingestors, donc de Bluedown. Ça peut être donc l'invocation de commandlet Bluedown qu'on va pouvoir importer comme module PowerShell. On peut aussi utiliser un module qui est très très intéressant. On va le voir d'ailleurs au niveau de la formation technique de Hacking l'essentiel, donc il va sortir très bientôt au niveau d'Alform. Comment on va pouvoir aussi utiliser Bluedown ou en exploitant le module Python de ce dernier pour pouvoir nous connecter directement et récupérer les différentes informations concernant la cible, c'est-à-dire concernant le domaine cible, pour qu'on puisse donc tout simplement exploiter au mieux ces différentes informations et de la manière la plus simple possible. Cette fois-ci, nous allons donc exploiter un contexte où on a déjà accès à une machine, où on a gagné cet accès, et on va pouvoir à ce moment-là, donc tout simplement essayer, à partir de notre machine attaquante, de pouvoir tout simplement récupérer ces informations, les analyser et les traiter pour qu'on puisse avoir accès ou pour qu'on puisse devenir donc administrateur au niveau du domaine cible. Et c'est d'ailleurs l'objectif de tout ce qu'on va pouvoir essayer de faire aujourd'hui. Donc là, on va supposer qu'on a déjà gagné un accès au niveau de la machine cible. D'ailleurs, la machine que je suis en train d'utiliser et qui est vulnérable, que j'ai pu compromettre assez rapidement, c'est une machine qui est présente au niveau donc de la plateforme Hack the Box. Et donc, c'est la machine Forest pour ceux qui souhaiteraient donc pouvoir la tester. Donc, c'est l'exemple le plus simple, le plus concret. Et il y a en fait une petite astuce qui est assez intéressante que j'avais dans l'idée de partager avec vous, qui est une vulnérabilité qu'on trouve beaucoup dans les parcs Active Directory. Donc, on va pouvoir commencer donc, notre manipulation en récupérant donc, le script donc, de Bluedown. Si vous vous rappelez, donc allez pour ceux qui sont connectés au niveau du chat, qui se rappellent du script qui nous permettait de pouvoir utiliser l'ingesteur donc, de Bluedown. Donc, en fait, si vous vous rappelez, c'était Sharpout. Donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser Sharpout sous son module PowerShell ou encore l'exécutable. Donc, tout dépend après de ce que vous avez envie d'utiliser. Ça dépend du contexte. Après, si vous utilisez l'exécutable, vous devez passer par une procédure bien spécifique avec certutils pour pouvoir exécuter assez rapidement l'exécutable. Mais bon, sinon, en utilisant le Sharpout, ça sera assez simple. Donc, une fois que vous avez gagné accès à la machine de votre cible, il devient extrêmement simple de pouvoir uploader des fichiers. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est d'uploader des fichiers, le fichier ou le script PowerShell de Sharpout, si vous vous rappelez, qui nous permet de pouvoir collecter les différentes informations sur nos domaines, qui nous permettent de pouvoir accéder ou de pouvoir analyser ces différentes informations avec Bluedown par la suite. Donc après, bien sûr, tout dépend comment vous avez eu accès à la machine. Si vous l'avez fait à travers un interpréteur, c'est la même procédure que je vais faire avec la fonctionnalité ou la fonction upload. Si vous l'avez fait à travers d'autres types de shell ou d'autres approches, cela va aussi dépendre de comment vous allez traiter. Après, vous pouvez récupérer tout ça via un wget ou bien wget via l'équivalent du wget sur du PowerShell. Vous pouvez créer un serveur Samba, etc., etc. Donc, tout dépend de l'approche que vous avez effectuée. À partir de là, je vais utiliser la fonctionnalité upload pour récupérer mon script à partir de la partie home de ma machine Kali. Et à partir de là, je vais vers le répertoire où se trouve mon script, donc qui est le Sharpout PS1, que vous allez pouvoir trouver aussi bien au niveau des ressources.
Bon, les ressources, elles sont toujours accessibles au niveau des différents webinars, entre parenthèses, et vous pouvez les récupérer. Sinon, sur Livestorm. Sinon, n'hésitez pas, si vous avez un souci avec ça, de pouvoir me l'envoyer par la suite. À partir de là, on va pouvoir uploader donc, tout simplement notre petit script qui est SharpHound, qui va nous permettre de pouvoir rassembler l'ensemble des informations qu'on va pouvoir exploiter au niveau de la machine de notre cible. Par la suite, nous verrons donc au niveau du 5e webinaire à partir de celui-ci, un élément qui est très intéressant, c'est-à-dire le déroulé donc tout simplement d'un test d'intrusion de A à Z avec mise en place de rapports et ainsi de suite. Donc, ça sera vraiment très intéressant et je vous invite à pouvoir vous inscrire pour pouvoir suivre les différents éléments. Donc, du coup, à partir de là, nous allons attendre rapidement la récupération au niveau de la machine victime de SharpHound qu'on va pouvoir exécuter. Pour le script SharpHound, bien sûr, vous pouvez le récupérer au niveau du GitHub officiel de Bloodhound, comme je vous avais expliqué au niveau du précédent webinaire. À partir de là, bien sûr, tout dépendra de l'approche. Si vous êtes au niveau de votre machine ou au niveau de la machine de la victime, vous pourrez utiliser l'équivalent du wget, donc bien spécifié, l'équivalent du wget en PowerShell. Par exemple, vous pouvez utiliser du getContent, vous pouvez utiliser du getItem selon l'approche que vous souhaitez. Donc, tout dépend du contexte, tout dépend de ce que vous voulez souhaiter. Sinon, vous avez des scripts spécifiques que vous pouvez utiliser. Donc, à partir de là, et dès qu'on aura récupéré le script SharpHound, donc le reste va être assez simple puisqu'on va pouvoir importer le module de manière assez simpliste et on va pouvoir donc tout simplement l'exécuter le script pour pouvoir l'importer par la suite comme module concrètement. Donc, le téléchargement ou l'upload est quasiment fini au niveau de la machine victime. Donc, à partir de là, on va pouvoir donc, tout simplement exécuter les différents éléments qui nous intéressent. Donc là, on a pu uploader notre petit script PowerShell sur la machine qui a été compromise. Et maintenant, on peut le voir au niveau du répertoire qui est là. À partir de là, je vais exécuter SharpHound comme qui suit. Donc SharpHound.psa. Et dès que je l'aurai exécuté, je pourrai donc importer ce dernier pour pouvoir l'exploiter. Donc, pour pouvoir l'importer, c'est pareil que sur du PowerShell basique. Donc, on va utiliser la commandette import module et on va utiliser donc tout simplement le module SharpHound.ps1 pour pouvoir l'importer. Après, il ne faut pas oublier que par rapport à SharpHound, tout dépend du contexte d'utilisation. Il n'y a pas que l'utilisation du script PowerShell en soi, vous pouvez utiliser l'exécutable ou même le module Python. Pour ceux qui veulent vraiment pousser la recherche à fond, regardez le module Python, c'est vraiment un module très intéressant qui peut être exploité dans divers contextes. Et donc maintenant, dès qu'on aura importé donc, le module SharpHound, allez, pour ceux qui ont déjà utilisé SharpHound au préalable, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Une petite idée tout le monde. En fait, c'est assez simple. On va pouvoir donc tout simplement invoquer ce dernier. Et donc, pour pouvoir l'invoquer, c'est assez simple. Il suffit de pouvoir utiliser un invoke Bloodhound. Donc, invoke Bloodhound. Et on va pouvoir collecter. Donc, on va choisir la méthode de collection. Les différents ACL, donc les access lists. On va récupérer les différents objets globalement, les propriétés d'objets notamment, et surtout les éléments par défaut. On va compresser sous toutes ces différentes informations. On va se débarrasser du CSV et on ne va rien enregistrer en cache. Donc, no save cache. Donc là, pour compress data, donc je pense qu'on est bon. On va... Ah, j'ai fait une petite erreur au niveau de l'invoke ici, Bloodhound. Ce n'est pas invoice, mais c'est invoke. Donc, je vais le modifier assez rapidement. Enlever le petit espace ici, ça ne sert à rien. Hop. Et je vais exécuter ce dernier. Ce qui va donc tout simplement nous permettre de pouvoir récolter en fait un petit fichier qui va contenir l'ensemble des informations qui m'intéressent notamment. Donc, là, si je fais un petit dir,
J'ai oublié le petit R en plus. Voilà, dire, voilà. Là, vous remarquerez un ensemble de fichiers qu'on va pouvoir récupérer ici. Et donc, ce qu'on peut exploiter ici, ou ce qui nous intéresse et qu'on va pouvoir exploiter notamment, c'est ces différents fichiers par la suite. Ces fichiers, en fait, JSON, si vous vous rappelez, c'est ce que je vous avais montré la dernière fois au niveau de Bloodhound. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir exécuter notre cher Bloodhound et de pouvoir donc tout simplement l'utiliser dans ce contexte-là. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais exécuter tout d'abord donc Neo4j, donc la base de données comme on a vu, qu'on a pu le voir la dernière fois, pour pouvoir analyser les différents fichiers que vous aurez récoltés, donc tout simplement. Une fois qu'on a récupéré ou on a exécuté ce dernier, donc je vais donc tout simplement lancer Bloodhound pour pouvoir donc analyser ces derniers. Pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces fichiers, donc juste en guise d'information complémentaire, vous pouvez le faire de différentes manières. Soit vous allez récupérer donc ces différentes informations sous un format compressé, soit vous allez donc tout simplement pouvoir l'utiliser, donc tout simplement, ou récupérer ces différentes informations donc en utilisant globalement la fonction download. À partir de là, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de venir au niveau de Bloodhound. Donc là, je vais taper Neo4j et le mot de passe que j'ai spécifié au niveau de l'installation de Bloodhound et de pouvoir importer les différents fichiers concernés. Donc après, bien sûr, tout dépendra des fichiers. Donc il suffira d'aller vers Upload Data et donc d'uploader les différents fichiers concernant donc tout simplement cette partie-là. Et donc, à partir de là, on va pouvoir donc tout simplement analyser ces différentes informations. En cliquant sur les trois petits points, enfin les trois tirés ici, vous avez les différents détails sur les différentes bases de données. Alors, on a notamment le nombre d'utilisateurs détectés, le nombre de machines, de groupes, donc ici pas de session. Vous avez les ACL et les autres détails concernant les différentes relations. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse ou ce qui était aussi très intéressant au niveau de la dernière session, donc on a pu découvrir ensemble, c'est qu'on a dit qu'il y avait deux possibilités avec Bloodhound. La première possibilité, c'était de pouvoir, utiliser les requêtes qui étaient déjà préétablies pour pouvoir analyser les différentes relations au niveau de notre domaine. Ça, c'était la première des choses. Ou bien, on pouvait utiliser le langage de scripting que je vous ai introduit au niveau de la dernière séance, c'est-à-dire au niveau du dernier webinaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire au niveau du chat et je vais vous préparer donc un webinaire spécial en langage de requêtage au niveau de Bloodhound. Donc n'hésitez pas à me le laisser, que ce soit au niveau des questions ou au niveau des différentes requêtes. À partir de là, je peux par exemple arriver et dire voilà, je souhaite par exemple devenir ou trouver déjà tous les administrateurs de domaine. Donc à ce moment-là, donc on a les différents administrateurs qu'on va pouvoir retrouver de domaine au niveau de notre domaine globalement. À partir de là, on va pouvoir lancer une petite recherche plus approfondie pour trouver le chemin le plus rapide pour pouvoir donc tout simplement devenir administrateur de domaine. On choisit le domaine concerné, on clique dessus, et à partir de là, on a un ensemble d'éléments concernant la structure de notre domaine globalement. Donc, bien sûr, on a les différents utilisateurs, etc., qui vont pouvoir donc tout simplement concerner notre domaine. À partir de là, vu que je suis au niveau de la machine ou que j'ai compromis la machine SVC Alfresco, donc si je reviens au niveau de ma machine, vous voyez bien que c'est le nom d'utilisateur qui a été, ou la machine qui a été compromise, on peut remarquer ici, donc le chemin, donc là, dès que vous cliquez dessus, vous avez le chemin assez rapide, ou un chemin en rouge qui va nous spécifier le chemin le plus simple qu'on va pouvoir suivre globalement. Je peux choisir, ou je peux le choisir, donc je peux choisir donc ce dernier comme nœud de départ, et à partir de là, vous pourrez rajouter donc tout simplement différents filtres
ou choisir, donc je vais en Webfit, je peux choisir donc le nœud spécifique. Donc à ce moment-là, vous pouvez choisir donc, quel est le chemin le plus rapide pour que l'utilisateur ou le compte SVC Alfresco puisse devenir administrateur du domaine. Et là, vous aurez un petit chemin beaucoup plus simple qui peut être exploité globalement. Donc, bien sûr, après, vous pouvez jouer avec les différents éléments pour que ça fasse beaucoup plus intéressant. Et là, vous avez donc le chemin le plus court qui peut être suivi par, ou qu'on peut suivre à partir de cette machine compromise pour devenir administrateur du domaine. Et là, ce qui est le plus intéressant, et c'est d'ailleurs ce que je veux vraiment vous montrer au niveau de ce webinaire, c'est pour ça que j'ai choisi cette machine d'ailleurs, c'est en fait un compte qui est extrêmement vulnérable et c'est un compte qu'on va trouver dans plusieurs machines au niveau des infrastructures Active Directory. Et en fait, ces comptes vont représenter donc les comptes Exchange ou les serveurs Exchange. Qui a une idée parmi vous de la vulnérabilité qu'on peut trouver au niveau de ce contexte? Une petite idée? Vous tous? N'hésitez pas à pouvoir interagir avec nous au niveau du chat et on va pouvoir donc tout simplement exploiter une vulnérabilité qui est très très récurrente et courante au niveau des infrastructures Active Directory. Et c'est en fait les comptes Exchange. Et en fait, au niveau de la figure suivante, on voit bien en fait que l'utilisateur Alfresco va pouvoir faire tout simplement partie et membre du groupe Service Accounts. C'est un compte de service. C'est d'ailleurs pourquoi on vise toujours les comptes de service. Quand on fait du pentest, notamment dans des infrastructures AD, vous allez voir au niveau de la formation que je vous ai préparée, on essaie toujours de viser les comptes de service. Pourquoi? Parce que les comptes de service, c'est toujours, et je dis bien toujours, les comptes les moins, et généralement, on ne va pas le dire à 100%, mais généralement, c'est les comptes les plus vulnérables, puisqu'on ne fait pas vraiment très attention à ces derniers. Ce groupe est lui-même ou est un membre du groupe des comptes à privilèges, donc Privileged IT Accounts, qui lui-même est membre du compte des opérateurs sur le domaine. Et c'est là, en fait, où toute la magie va pouvoir opérer. Donc, c'est-à-dire que ce groupe-là, qui est membre du groupe Account Opérateur, il a en fait des privilèges, donc génériques all, au niveau du groupe Exchange Windows Permission. Et en fait, ce compte d'opérateur qui a des permissions génériques all au niveau du groupe Exchange Windows Permissions va tout simplement regarder, si on clique dessus, va nous permettre de pouvoir créer, donc tout simplement, ou de pouvoir rajouter des noms d'utilisateurs et de modifier les groupes globalement et rajouter des utilisateurs et des comptes au niveau de ces groupes-là. Et le pire dans tout ça, c'est que regardez ce compte Exchange, il a les droits Right DACL, que nous pouvons ici, je vais faire un clic droit à Help pour voir les détails. Et en fait, ces privilèges Right DACL nous permettent de pouvoir donc tout simplement exploiter et donc mettre en place et contrôler les différents objets du domaine en même temps en place des ACL, nous permettant donc de pouvoir rajouter des privilèges aux utilisateurs. Et généralement, c'est assez suffisant pour nous pour qu'on puisse tout simplement devenir administrateur du domaine. Encore une fois, je répète que les privilèges Right DACL vont nous permettre et donner la capacité d'ajouter des ACL donc à des objets, qu'on peut les exploiter, ce qui veut dire qu'on va pouvoir rajouter des utilisateurs à des groupes et notamment de leur donner des privilèges assez élevés comme du Domain Controller Synchronization ou du DC Sync. Et en fait, à partir de là, le reste va être assez simple. En plus, ce qu'il y a de plus intéressant avec Bluedown, c'est que vous avez quelques exemples d'exploitation. Vous avez des références d'exploitation notamment et des informations donc aussi complémentaires sur votre contexte à vous. Et donc, ce qu'on va comprendre ici,
c'est que la logique va être assez simpliste, c'est-à-dire qu'on va essayer tout simplement de passer par l'utilisateur qu'on vient de compromettre. On va essayer, en vue des privilèges qui sont octroyés au groupe des opérateurs vis-à-vis le groupe Exchange Windows Permission, on va pouvoir ajouter un utilisateur à ce dernier. Et à partir de cette phase-là, on va pouvoir rajouter des ACL à notre user pour qu'il puisse devenir ou faire partie d'un groupe à privilège. Et c'est comme ça qu'avec Bloodhound, donc là c'est vraiment un exemple très simple, mais c'est comme ça qu'avec Bloodhound qu'on peut aller vraiment très loin au niveau de notre analyse. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à m'en faire part au niveau de cette partie-là. Et donc, à partir de là, l'explication va être assez simple. Donc, on va pouvoir créer un utilisateur. On va rajouter à cet utilisateur donc, au groupe Exchange Windows Permission. On va pouvoir l'utiliser. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que le groupe Account Operators a donc des privilèges Generic All sur le groupe Exchange. Et à partir de là, on va donner des privilèges DCC à notre utilisateur. Pourquoi? Parce que tout simplement, le groupe Exchange Windows Permission va pouvoir donc tout simplement posséder des permissions write DACL sur le domaine htb.local. Et tout simplement, à partir de là, on va pouvoir devenir administrateur du domaine après avoir dumpé les noms d'utilisateurs qu'on va pouvoir exploiter. Et à partir de là, on peut vraiment aller très loin au niveau de notre domaine et donc devenir administrateur du domaine. Et ça, en fait, c'est vraiment un problème qu'on va pouvoir trouver au niveau de plusieurs, ou c'est une vulnérabilité qu'on va pouvoir trouver dans les domaines Active Directory. C'est des serveurs Exchange avec des privilèges très, très élevés. Ce n'est pas juste d'un point de vue théorique, mais c'est quelque chose malheureusement qu'on va pouvoir trouver beaucoup dans les environnements AD. Pour ceux qui font déjà du pentest AD, je pense que vous pouvez nous confirmer cette approche-là. Et en fait, généralement, c'est ces groupes-là qui vont nous permettre de pouvoir accéder assez rapidement, donc avoir assez rapidement des privilèges administrateurs sur le domaine. Et c'est comme ça qu'avec Bloodhound, on peut structurer notre approche de manière assez rapide et qu'on va aller droit au but, comme on va pouvoir le voir techniquement maintenant. Et c'est tout ça, en fait, c'est toute la magie de Bloodhound. Et il serait vraiment extrêmement difficile, très lent et pénible de le faire avec d'autres outils qui peuvent être donc assez lourds au niveau de l'analyse. Avec Bloodhound, ça va très très loin, très très rapidement. Et là, c'est un exemple vraiment basique, mais vous allez voir dans la formation spécifique à Bloodhound qui va être présente sur Inform, on va aller très très loin dans cette approche-là. Et donc, à partir de là, on va revenir au niveau de la machine de la victime. Et donc, notamment, qui peut se rappeler de l'approche maintenant qu'on va pouvoir effectuer? Donc, si, pour ceux qui ont une bonne mémoire notamment, qui s'en rappellent, la prochaine approche qu'on va pouvoir utiliser, une idée? Donc, on a dit que la première des choses, c'est qu'on allait rajouter un utilisateur. Donc, c'est-à-dire qu'on va rajouter un des utilisateurs l'utilisateur qui nous intéresse le plus, on va pouvoir le rajouter dans cette partie-là. Donc, c'est-à-dire de pouvoir rajouter un utilisateur dans le groupe Exchange dû donc à la gestion qui n'est pas vraiment top-top des privilèges, donc à cause du générique all. Donc là, je peux faire un net user et rajouter par exemple un utilisateur Jack. Je vais lui donner un mot de passe test 1, 2, 3 par exemple, point d'exclamation, et je vais l'ajouter comme ceci. Donc, normalement, l'ajout va se faire assez rapidement, on aura un petit successful, voilà, parfait. Et là, je vais le rajouter cet utilisateur au groupe Exchange Windows Permission, comme on l'a vu sur Bloodhound. Si vous vous rappelez, donc là, j'ai rajouté l'utilisateur. Donc là, je vais le mettre sur ce groupe-là. Et tout ceci, c'est à cause donc, de cette permission
qui est là, qui nous permet de pouvoir rajouter des utilisateurs au groupe. Et puisque, donc, par héritage, donc, ce compte de service va pouvoir opérer sur le groupe suivant qui lui-même possède des droits sur le groupe Exchange Windows Permissions, à ce moment-là, ça va être assez facile. Vu que maintenant, il nous suffit de faire un net group. Ensuite, je vais faire un Exchange Windows Permissions, Jack et Add. Je vérifie quand même l'orthographe, Permissions, Windows, Exchange, parfait, Net Group, excellent. Normalement, on ne doit pas avoir de soucis là-dessus. Voilà, excellent. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est que je vais tout simplement rajouter comme ceci l'utilisateur donc Jack au niveau donc tout simplement du groupe Remote Management Users, donc net, donc au groupe local group Remote Management Users. Je vais le nommer, enfin je vais mettre son nom Jack et add. Ah, j'ai fait une petite erreur là-dessus. Normalement, il va me remettre une erreur parce qu'il n'a pas trouvé l'utilisateur, donc il y a eu un J en plus. Donc, on va attendre juste une petite seconde que je puisse avoir la main sur le shell. Tac, 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 tac. Parfait. Donc, je vais copier rapidement la commande. Voilà, commande completed successfully. Et là, une fois que j'ai effectué ceci, je vais pouvoir donc tout simplement exploiter les différentes informations complémentaires. Et notamment, je vais essayer de pouvoir utiliser donc, un module que je vous en ai parlé d'ailleurs préalablement, qui est le module PowerView, le script PowerView, qu'on va pouvoir importer et télécharger, qui va nous permettre de pouvoir tout simplement donner des privilèges à un compte utilisateur, notamment des privilèges d'accessing, qui sont des privilèges qui vont nous permettre de pouvoir prendre le contrôle ou de devenir administrateur de domaine par la suite. Et pour ce, on va pouvoir utiliser un module extrêmement intéressant qui s'appelle le Bypass Pharmacy. D'ailleurs, ceci est possible grâce à WinRM. Et donc, ce qu'on va pouvoir utiliser à ce moment-là, c'est tout simplement menu, ou la commande menu qui est présente sur le WinRM, qui va me permettre de voir quels sont les scripts que je vais pouvoir utiliser globalement. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble des scripts. Et ce qui m'intéresse, moi, dans mon cas, c'est celui-ci. C'est le Bypass Pharmacy. C'est ce que je vais utiliser d'ailleurs. Donc, Bypass Pharmacy. Ce qui va me permettre de pouvoir faire un petit peu de l'évasion face au Defender. C'est fait. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de pouvoir récupérer mon PowerView, pardon, qui fait partie d'ailleurs du PowerSploit. Pareil que tout à l'heure, avec un petit download. Et je pourrais maintenant le télécharger ou l'exécuter, pardon. Et donc, à partir de là, on va pouvoir donc tout simplement utiliser ce dernier pour pouvoir rajouter notre nom d'utilisateur. Et donc, à ce moment-là, je vais utiliser, puisqu'on sait maintenant qu'à travers ce groupe-là et à travers les utilisateurs qui appartiennent au groupe Exchange Windows Permissions, je peux rajouter des ACL à des utilisateurs. Là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout d'abord une variable pass, où je vais mettre tout simplement une variable convert2secure-string, une variable pass avec tout simplement le mot de passe du nom d'utilisateur, comme plain text, donc as plain, et on va forcer ce dernier. Et ensuite, je vais créer en fait une variable cred. Voilà. Creds
où je vais mettre tout simplement mon nouvel objet. Donc, object, system.management.automation.psCredential. Donc là, c'est les différents credentials que j'ai de mon nom d'utilisateur. Donc, qui appartient au domaine HTTP qui est Jack. Et là, ce que je vais mettre, c'est ma variable pass. Donc, le mot de passe de ce dernier. Donc, tac, tac, tac. Donc, new object, system management automation, HTTP. Normalement, ça doit être bon. Que je sache. New object, system management automation, PS credential. OK, normalement, c'est bon. Et là, je vais rajouter mon ACL avec l'identité de Jack. Et comme credential, en fait, c'est ma variable creds qui est là, qui contient le pass, les noms d'utilisateurs, sous format de credential pour notre environnement. Et rappelez-vous des droits qu'on veut lui donner, c'est les droits 10.5, donc rights, 10 et 5, pardon, qui nous permettront d'avoir l'accès à l'administration du domaine. Et là, je rajoute mon ACL. Donc, à partir de là, ça devrait être un jeu d'enfant. Voilà, c'est parfait. Et là, tout ce qui me reste à faire, donc là, c'est bon, c'est quasiment fait. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de pouvoir récupérer les hash des différents utilisateurs du domaine, notamment les hash NTLM dans ce cas-là. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Et en fait, je vais utiliser donc, un outil qui s'appelle secretsdump, qui vient en fait de partir de la suite InPacket. Et en fait, c'est ce dernier donc, qui va être là, secretsdump.py, qui est un excellent script d'ailleurs, qui est extrêmement utile, qui va me permettre donc de pouvoir exploiter donc, un nom d'utilisateur, voilà, HTTP, hop, Jack, et adresse IP de ma victime. À partir de là, je spécifie son pass, donc, que j'ai créé tout à l'heure. C'était test 1, 2, 3, point d'exclamation. Oups. Et normalement, ça devrait être bon. Donc, il va essayer de me dumper les hash des utilisateurs de tout le domaine. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'administrateur. On va s'arrêter à l'administrateur. Donc, dès que je les hash, voilà. De l'administrateur, je vais m'arrêter. Donc là, bon, on peut le laisser continuer autant qu'il voudra. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment le hash administrateur. Donc, c'est vraiment ce qu'il y a de plus intéressant dans ce contexte-là. Donc, je peux le laisser tourner autant qu'il veut, mais moi, je vais m'arrêter ici. Donc, je fais un cleanup et je récupère le hash de ce dernier. Et pour les habitués de l'Active Directory, une petite idée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant pour les habitués du Pentest AD? Une petite idée. Une fois qu'on a le hash, est-ce qu'on va aller chercher à le craquer ou on va pouvoir l'exploiter à votre avis? Une idée tout le monde? Pas forcément. On ne va pas aller forcément, voilà, on ne va pas le craquer forcément, mais comme Nassim nous a dit, on va pouvoir l'exploiter. Pourquoi? Parce que craquer, ça serait trop lourd dans notre contexte. Et sachez qu'il y a une technique avec l'outil psexec. Voilà. psexec, je ne sais pas si je l'avais mis ici, mais bon, je vais le retélécharger, un psexec, parce que la version qui est là ne marche pas forcément bien. Donc, du coup, bon, je vais voir s'il est là. Non, sinon, je vais le télécharger d'ailleurs. Et donc, on va récupérer l'outil psexec. Je vais rapidement le récupérer. Ça fait partie de la suite InPacket aussi. Et je vais faire donc un wget de ce dernier. Hop. Sudo. Donc déjà, un chmod plus x psexec.py. Avec un petit sudo avant.
Et donc là, je pense que c'est bon. Et là, je vais faire. Donc, je vais exécuter ce psexec juste pour voir. C'est bon, ça marche. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est de récupérer de un mon hash ou le nom d'utilisateur qui m'intéresse avec celui du hash, qui est là, si je me rappelle bien où on l'avait mis. Ouais, c'était ici justement. Tac, 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 voilà, il est là. Donc l'utilisateur, c'est administrator. Administrator, voilà. Je récupère le hash. Et là, ce que je vais faire, c'est un psexec comme tout à l'heure. Et là, je vais faire, voilà, administrator, l'adresse IP de ma victime. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de soit spécifier le pass si je l'ai craqué, sinon je vais lui dire hashes, et je mets le mot de passe. J'ai oublié les deux points à la fin. Et lui, il va donc tout simplement essayer de s'authentifier à travers ce dernier. Donc là, ça va se passer assez rapidement. Et maintenant, nous allons pouvoir, dans quelques secondes, avoir un accès shell au niveau de la machine de la victime. Donc, vous pouvez avoir bien sûr d'autres shells complémentaires, ça dépend de votre contexte. Et voilà, vous avez un shell au niveau de la machine de la victime. Et c'est Pound pour nous. À partir de là, je peux naviguer sur la machine de ma victime, faire ce que je souhaite et rajouter donc tout simplement tout élément qui m'intéresse. Et dans quelques cas, enfin ça dépend du cas, mais après, bien sûr, on peut rajouter tout ce qu'on veut au niveau de cette partie-là. Et donc, à partir de là, bah, en fait, la machine est pawned. Et à partir de là, bah, en fait, grâce au PSExec et avec le hash qu'on a pu récupérer grâce à notre, grâce à notre outil sur Redman, donc là, on a pu l'exploiter. Et tout ça, on a pu le faire rapidement, efficacement, grâce à la commande, donc tout simplement, ou grâce à tout simplement à la commande, ou grâce pardon, à l'outil Bluedown. Donc s'il n'y avait pas Bluedown, ça aurait été assez lourd à mettre en place. Donc ça c'est sûr. Donc ça aurait été assez lourd à mettre en place, ça n'aurait pas été aussi simple, vu que là on a directement le chemin le plus rapide, le plus efficace, qui nous permet de pouvoir être le plus efficace possible. Et donc, à partir de là, comme vous avez pu le voir, on récupère un accès à notre machine, c'est Pound. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions. À partir de là, vous avez vu un petit peu la puissance de Bluedown. On va pouvoir le voir plus en détail dans d'autres webinars. Donc, on va pouvoir le voir de manière plus détaillée. Vous voyez bien qu'on a accès donc, au contrôleur en tant qu'autorité ou compte autorité à haute ou avec des hôtes ou avec des privilèges assez élevés. J'espère que ce webinaire était sympa et on a vu maintenant un petit exemple extrêmement simple de l'utilisation de Bluedown dans ce contexte-là, dans un contexte d'exploitation. Donc, on a analysé, on a trouvé le chemin le plus court et on a exploité ce dernier. Donc, je vous dis déjà merci de votre présence et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir m'en faire part au niveau de l'onglet questions. Merci à vous de votre confiance et n'hésitez pas. On va prendre un petit peu de temps, dans quelques petites secondes, pour pouvoir récolter vos questions. Et je reviens dans une petite dizaine de secondes pour qu'on puisse donc tout simplement répondre à l'ensemble de vos questions, à vos remarques et vos critiques. Je suis preneur de tout, comme d'habitude. Et merci encore à tous les fidèles. Donc 10 petites minutes, 10 petites secondes, pardon, et on va pouvoir répondre aux différentes questions. Donc n'hésitez pas à m'en faire part et à les mettre au niveau de l'onglet questions. À tout de suite tout le monde.
Rebonjour tout le monde pour répondre à vos questions aujourd'hui. N'hésitez pas déjà à vous inscrire au niveau du prochain webinaire, le mercredi prochain 18h, où l'on va traiter le sujet de l'évasion d'antivirus. On va voir des techniques très avancées, on va voir les encodeurs, on va parler de polymorphisme, on va parler de backdooring, etc., etc. Ça sera vraiment super, super intéressant. Et donc, du coup, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Donc, mon collègue va partager avec vous le lien du prochain webinaire. Ça sera un webinaire très technique, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si vous aimez la partie technique, vous voulez plus de pratique, plus de technique. Je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'inscrits dès maintenant, donc ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, à me poser toutes vos questions donc, au niveau de l'onglet questions. Donc, voilà. Donc, pour le webinaire, Philippe, vous pourrez regarder donc, la partie replay. Donc, vous allez pouvoir la retrouver au niveau, ou suite à la fin du webinaire, donc dès qu'on a fini. Vous pourrez récupérer le PowerPoint. Normalement, sur cette présentation, il n'y a que de la technique, donc ce sera principalement de la technique. Et sur cette partie-là, donc, qui a été assez simple. Donc, du coup, vous pourrez le récupérer, vous pouvez l'afficher comme vous le souhaitez. Sinon, pour les autres questions, on va essayer de pouvoir y répondre. Donc, je vais prendre la question de Sébastien Lebrun. Donc, déjà, comment compromettre la première machine? En fait, Sébastien, j'ai pris en considération que j'ai déjà compromis la machine. Donc, si on veut prendre les choses autrement, on va pouvoir le faire de différentes manières. Donc, tout dépend, en fait, moi, dans mon cas, je ne sais pas s'il y a toujours le résultat ici, parce que le scan prend beaucoup de temps globalement. Voilà, il est là. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Sébastien, tout d'abord, j'ai commencé par scanner la machine cible. Donc, en scannant la machine cible, on voit bien qu'on va pouvoir récupérer un ensemble d'informations et d'éléments, notamment des ports ouverts et des ports qui nous intéressent, notamment le port 445, le port Samba. À partir de là, j'ai récupéré aussi les différents noms de domaines, etc., etc. Une fois que j'ai suivi cette étape, j'ai pu, à partir de là, exécuter un script qui se nomme enum for Linux, donc qui me permet d'énumérer les différentes listes ou les listes des noms d'utilisateurs. Donc, je ne sais pas, voilà, il est là. Et en fait, non, ce n'était pas là. Non, c'était pas là. Enfin bref, c'est en fait un petit script que j'ai exécuté pour récupérer les différents noms d'utilisateurs présents au niveau de la machine de la cible. Et à partir de là, j'ai pu les compromettre donc au fur et à mesure. Pourquoi je n'ai pas montré en fait ces différentes étapes au niveau de la présentation? C'est juste parce que ça prend trop de temps. Donc ça allait prendre donc 1h30 ou un truc du genre. Vu que c'est un webinaire, je ne voulais pas rentrer trop dans le sujet. Mais globalement, tout dépend de la manière dont vous avez compromis la machine. L'objectif au niveau de ce webinaire, c'est de vous montrer comment utiliser Bloodhound une fois que vous avez exploité une vulnérabilité. Donc, c'est-à-dire que ça soit via exploitation SMB, que ça soit via des vulnérabilités du Kerberos Team ou n'importe quel type d'autre vulnérabilité, que ça soit via d'autres approches, via du via du Metasploit en exploitant une vulnérabilité, etc., etc. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est, pour moi, au niveau de ce webinaire, c'est comment exploiter Bloodhound dans un contexte de compromission. C'est-à-dire, on est au niveau d'une machine qu'on a compromise. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Après, pour la partie test d'intrusion de bout en bout, c'est ce qu'on va pouvoir découvrir ensemble au niveau des prochains webinaires. Après, tout dépend de l'approche, bien sûr. On passe à la prochaine question. Pour trouver en fait les différents éléments, en fait, vous pouvez les récupérer en replay par la suite. Donc, par rapport à la question, donc, il dit tout simplement quels sont les caractéristiques optimales pour exécuter ce lab donc sur le port 445. En fait, ça dépend du contexte. Ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la lettre.
c'est quelque chose qui dépend du contexte. Donc, moi, je vous ai montré comment exploiter Bluedown, mais après, ça dépend du contexte d'exploitation. Vous pourrez l'utiliser parfois de manière plus simple que dans d'autres contextes. Tout dépend de la situation, tout dépend du contexte. Là, mon sujet principalement ici, ce n'est pas forcément l'exploitation, comment on est arrivé sur le point, mais comment de ce point arriver à devenir administrateur du domaine à travers l'exploitation de Bluedown. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment si vous avez des questions par rapport à tout ça. La prochaine question, est-ce qu'il est prévu d'avoir un webinaire ou une formation axée sur la défense sur Deep Data? Oui, bien sûr. Il y aura une formation durcissement sur la partie AD. Ça sera une formation complète. Sur la partie durcissement, il n'y aura que ça en fait. Il y aura un petit peu d'offensive, certes, mais il y aura beaucoup de défensive aussi qui va arriver. Donc oui, effectivement, je vous prépare beaucoup de surprises, beaucoup de haut niveau qui arrivent. Donc ne vous inquiétez pas sur cette partie-là. D'autres questions, tout le monde? Des questions? Donc, sinon, si vous avez d'autres questions par la suite, n'hésitez pas à m'en faire part. Et oui, vous pouvez accéder autant que vous voulez. Donc, autant que vous voulez par la suite. Pour mes différentes ressources, en fait, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux. Il suffit de suivre mon GitHub. Et je partage tout le temps des sites spécialisés. Et merci de m'en avoir fait part d'ailleurs, Sébastien. Et sur mon site officiel comptedarc.com, là, je suis en train de le refaire. Il y aura une nouvelle version la semaine prochaine et je vais partager avec vous tous mes liens, tout ce que je suis et moi-même ce que j'utilise pour m'auto-former. Parce que, comme tout le monde, je me forme tous les jours, je passe des certifs tout le temps, je suis des formations aussi, ainsi de suite. Sinon, on ne serait pas ici en train de parler. Et donc, je vais partager aussi avec vous ces ressources. Et n'hésitez pas à me donner vos suggestions, s'il vous plaît, et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et donc, oui, effectivement, Sébastien, je vais tout partager avec vous et n'hésite pas à me contacter directement, soit sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter ou sur mon mail perso. J'y répondrai avec un très grand plaisir. Alors, des petites questions pour la route. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Discord. Vous avez le lien qui a été partagé au niveau du chat. C'est un groupe où l'on discute des différentes formations, des différents outils et par rapport notamment aux différents CTF, etc., etc. Donc, c'est un groupe qui grandit de jour en jour. Donc, n'hésitez pas à pouvoir vous connecter dessus et on va pouvoir partager nos différentes informations et discuter au fur et à mesure de vos problématiques, de vos questions, ainsi de suite. Et un dernier petit point, Sébastien, pour la partie AD, je te conseille vraiment la partie Hack the Box. Il y a vraiment des machines très, très intéressantes. Et je te conseille aussi, je te conseille aussi les labs aussi de Pentester Academy sur la partie AD, qui sont vraiment très, très puissants. Mais bien sûr, c'est de la pratique. Il n'y a pas de magie, c'est de la pratique, surtout sur la partie AD. Comme cette petite astuce des groupes Exchange, qui est vraiment assez limite en termes de sécurité. Mais par la suite, tu vas pouvoir voir qu'il y a vraiment des éléments très intéressants. À chaque fois, on apprend un truc, en fait. D'autres questions avant qu'on finisse le webinaire, s'il vous plaît? N'hésitez pas à nous suivre et à rejoindre le groupe Discord. Donc, vous allez pouvoir trouver le lien du groupe au niveau du chat. Rejoignez-nous pour plus de partage ensemble. Inscrivez-vous au prochain webinaire. Et à partir de là, bien sûr, je vous dis merci de votre confiance. Merci d'avoir assisté à ce webinaire et à la prochaine sur Alphaon, comme d'habitude, qui vous prépare beaucoup de surprises ensemble et fier encore une fois qu'on puisse ensemble former une communauté qui grandit de plus en plus. Merci de votre confiance et au prochain webinaire, mesdames et messieurs.